Je veux être le plus gros créateur IMO sur LinkedIn. Et j'avais cette conviction que le niveau n'était pas très élevé. L'entrepreneuriat, fondamentalement, c'est ta capacité à faire des choses sans avoir de résultats suffisamment longtemps pour en avoir des résultats. Et sauf qu'en fait, le salarié n'est pas du tout prêt à ça. Je me souviens, mon père me disait trouve un job, les gens ils rigolaient, en plus l'entrepreneuriat n'était pas à la mode. Et moi je continuais parce que j'avais du kiff. Et en fait je savais qu'à un moment donné, je trouverais un truc et qu'en l'espace de 1, 2 ou 3 ans, je gagnerais des sommes tellement importantes que j'aurais en fait largement payé cette année d'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on en voit plein de guignols qui vendent des formations pour faire de l'argent? Parce que ça vend. Tout le monde veut faire de l'argent, que tu sois un entrepreneur aguerri, un étudiant ou un salarié, tu veux faire de l'argent. Je pense que quand même, pour émerger, il faut être remarquable et remarqué. Et on n'est pas remarqué en faisant la même chose que tout le monde, je pense. Attention, je vais détruire un mythe et je vais détruire Hormozy. Bonsoir, bonjour Thibaut, monsieur Trézière. On t'accueille pour l'épisode 20 de Just Brand. C'est un podcast où on parle branding et business et tous les sujets qui vont toucher de près ou de loin à ça. Alors Thibaut, tu es un entrepreneur, tu es un investisseur. Moi j'aime bien t'appeler le roi des leviers. Pourquoi? Parce que tu en parles beaucoup. Et donc on va commencer cet épisode-là en te présentant rapidement et tu vas me dire si j'ai bien fait mon travail. J'ai oublié de réviser. Alors, moi, les infos que j'ai sur toi, c'est qu'il fut un temps où Facebook était encore à la mode, où tu gérais une communauté de 20 millions d'abonnés. Très stylé. Tu avais des salariés? Au départ, non, mais j'en ai eu assez rapidement. Ouais. Et tu faisais quoi sur cette commu? Je créais des communautés thématiques. Donc, tu avais des pages Facebook. J'avais une technique, surtout, je faisais, tu vois, le saviez-vous, par exemple, version animaux, le saviez-vous, version amour. Et donc, en fait, j'avais créé, un peu comme sur un site média, tu as des catégories avec des thématiques. Mais moi, en fait, j'avais des pages Facebook avec des catégories. Et en face, je créais des articles d'infotainment, donc des sujets divertissants. Et je les publiais sur ces pages pour générer du trafic. Et du coup, d'ailleurs, tu vendais des produits? D'ailleurs, j'étais payé au CPM, au coût par 1000 impressions. C'est comme ça qu'on est rémunéré souvent dans l'industrie du média. Okay. Et donc, le coût par 1000 impressions, à l'époque d'ailleurs, c'était plutôt accessible d'avoir un coût par impression élevé parce qu'il y avait beaucoup de startups en programmatique, tu sais, sur les publicités display, donc c'est-à-dire les publicités, tu sais, les bannières qui clignotent, les pubs un peu à l'ancienne. Et donc, on était entre 4 € et 8 € les 1000 impressions. Et donc, assez simplement, si tu faisais 1 million de visiteurs dans la journée, tu prenais 8 000 €. C'était à peu près ça, le business model et l'objectif. Donc, tu tabassais le contenu. Et du coup, c'est que Facebook qui te payait? Ah non, c'est pas Facebook qui me payait. Facebook ne me payait pas. Les communautés, les pages étaient sur Facebook. Et ensuite, je postais un lien vers un site média. Et donc, c'était des régies publicitaires qui me payaient. Okay. Et donc, à ce moment-là, j'ai appris la monétisation d'un site média, donc avec tout ce qui est les régies programmatiques, l'affiliation, les partenariats, le brand content, etc. etc. Et à côté, avec ces pages, j'avais aussi un e-commerce. Donc, quand il y avait des petits produits à la mode, etc., je partageais les produits et puis je faisais instantanément des ventes. C'était vraiment très cool. Je pense que c'était un super business, un peu lifestyle. Tu avais juste à créer du contenu, à poster. Il n'y avait vraiment personne à l'époque. Je pense honnêtement que j'ai été un des premiers à industrialiser en France la création et la monétisation de communautés. Vraiment, quand j'étais dans ce secteur au début, les seules personnes qu'il y avait autour de moi, c'était en vrai, c'était des jeunes qui avaient 13 ou 14 ans, qui avaient monté des pages un peu comme ça. Ils ne savaient pas trop pourquoi ça avait pris. Et à l'époque, tu sais, c'était vraiment les réseaux sociaux, c'était les débuts. Donc, les pages qui existaient, à l'époque, c'était même pas thématique. Les gens créaient des pages genre « Si ta chaussette passe de en couple à célibataire ». Et puis, en fait, tu avais 500 000 abonnés comme ça en 3 jours. C'était n'importe quoi. Ou tu avais des pages genre « Tu avais une oreille et en gros…
un peu dégueulasse et on te disait aime la page pour découvrir la bestiole qui va sortir de l'oreille, un truc comme ça, tu vois. Et donc c'était vraiment, au tout début, c'était un peu cringe. Ouais. Et moi, du coup, je rachetais beaucoup ces pages parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune ressource sur Internet pour monétiser des communautés en ligne. Et donc les gens ne savaient pas monétiser. Ok, c'était en quelle année ça? Ça, c'était entre 2012 et 2000. J'ai dû faire ça. La grosse époque, c'était vraiment entre 2012 et 2016. Et après, ça a continué de faire de l'argent, mais après, mes pages, elles me rapportaient juste 5 000, 10 000 par mois. Bon, juste. C'est déjà pas mal. C'était cool. Mais au départ, c'était plutôt du 50, 100 000, quoi. Ok. T'avais un papa entrepreneur? J'ai Un un peu père qui est initié. devenu entrepreneur assez tard, à 45 ans, mais qui effectivement m'a donné envie d'entreprendre. Ouais, grave. Ça, c'est pas mal. Pour la liberté, pour l'étude. Moi, j'ai vraiment vu mon père, j'ai vraiment vu la différence étant petit entre mon père salarié vs mon père entrepreneur. Il faisait quoi, lui? Il était responsable d'équipe dans un bureau d'études, donc lui, il est dans l'immobilier. Et en fait, il s'occupe de toute la technique des bâtiments, donc tout ce qui est clim, électricité, etc. Tout ce qui est hors de la structure, donc pas le gros œuvre, mais tout ce qui est les lots techniques. Et du coup, j'ai vraiment vu la différence entre quand il était entrepreneur. Je me souviens que ça m'a marqué, ça m'a matrixé un peu, je pense aussi. Et t'as déjà été salarié? Non, jamais. Jamais. Peut-être pour ça. Mais même avant que mon père soit entrepreneur, moi je sais que j'ai des souvenirs très clairs où je disais à ma mère en école primaire que je serais patron. Je me disais, il n'y aura personne au-dessus de moi. C'est moi qui déciderai de tout. Ouais, moi, tu sais, je suis de signe astrologique Lion. Donc moi, c'est leader, faut que je dirige, faut que ça soit fait comme je veux. D'ailleurs, même trop, c'est ce qui fait que je suis solopreneur en partie, parce que c'est compliqué pour moi d'être très empathique, d'être patient, etc., et de gérer l'humain. Je m'épanouis beaucoup plus dans le fait de créer, être en test and learn. Allez, j'ai envie de faire un truc, je lance un truc. Je ne suis pas obligé de faire 3 réunions, de briefer quelqu'un, de recruter, etc. J'aime bien que ce soit immédiat, que ce soit rapide et que ça tape fort. Ouais, bah, je comprends très bien. Nous, on est en plein recrutement en ce moment. Bon Donc, courage. Ouais, faut que je prenne le temps de faire du SOP pour former les freelances qui arrivent, parce qu'on recrute des freelances. On recrute pas des salariés. C'est un début. J'ai pas trop envie de recruter des salariés pour le coup, je te cache pas. m'étonnes. À part si je trouve une pépite, tu vois. Mais en général, les pépites, elles veulent être indépendantes. Ouais, c'est vrai. Alors, je pense qu'il y a je pense qu'il y a des pépites dans le salariat vraiment aussi, mais effectivement, elles vont être bataillées en termes de fiches de paie, d'avantages, etc. Et c'est hyper compliqué quand on est start-upper et petit entrepreneur, quand on démarre de se payer ce genre de personnes. En fait, moi, je suis pas forcément. Je pense qu'arriver à un niveau de maturité de ta boîte, quand tu peux vraiment payer des gens bien, ça doit être cool d'avoir des salariés. Tu vois, mon père, lui, il paye des ingénieurs, etc. Et ça a l'air plutôt cool à manager, ça a l'air plutôt sympa. Par contre, quand t'es plus ric-rac et que tu commences à payer des jeunes dans le marketing digital à des salaires assez bas, tu vois, je sais pas, je lance un 2000 balles comme ça, mais ça veut rien dire. Mais en gros, tu as des gens, ils savent pas trop si c'est un kiff pour eux de faire du marketing digital, ils découvrent, ils sont pas sûrs de leur voix. Moi, en tout cas, j'ai eu pas mal de problèmes et je pense qu'une des raisons principales, c'est que j'avais pas la possibilité d'aligner un salaire suffisant pour attirer vraiment les bons salariés. Et donc souvent, la solution qui est choisie par les entrepreneurs, c'est de lever des fonds pour pouvoir justement péter tout de suite cette phase où tu recrutes des personnes qui sont pas efficaces et qui t'aident pas à scaler ta boîte et tout de suite passer sur du top level, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que non, il y a
Je suis moins, je tabasse moins les salariés maintenant. Je les ai beaucoup tabassés à un moment, mais enfin beaucoup, un peu. Mais en fait, tu vois, tu me parlais des leviers tout à l'heure. Tu as quand même un levier qui est hyper important, c'est le levier de l'humain, qui est sûrement le plus compliqué pour moi. Mais j'abandonne pas. Je reviendrai peut-être avec plus d'argent pour attirer des personnes plus qualifiées, ou je pense, si je fais de l'humain demain, je ferai aussi le levier financier et j'irai aussi lever des fonds pour constituer une équipe de personnes vraiment qui est pertinente et sur lesquelles je peux m'appuyer et pas être la nounou. Parce que vraiment, quand tu es start-upper, quand tu es bootstrapper et que tu recrutes des profils assez juniors et que tu peux pas payer des milliers et des cents, tu deviens souvent la nounou. Et puis, c'était pas... J'ai eu des bons salariés, mais j'ai jamais été forcément épanoui. J'ai jamais été épanoui. En réalité, j'étais content d'avoir des salariés parce que ça me faisait faire plus d'argent, mais je kiffais pas forcément le quotidien ou l'instant T. Je comprends. Et donc, t'es quand même... tu investis quand même dans l'immobilier à côté, pas mal. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit la première fois qu'on a échangé sur LinkedIn. Tu m'as dit, t'as investi toi? Je fais non, en crypto. Ah oui, exact. Et je dis, je fais crypto et après, j'irai dans l'IMO. Toi, tu m'as dit, je fais d'abord l'IMO pour faire les leviers. Donc, troisième message, tu m'as parlé de levier déjà. Donc, immobilier, pas mal. Et en ce moment, gros focus sur le personal branding. Tu es en train de développer ta marque personnelle. Donc, c'est parfait. On est en plein dedans. Tu fais du ghostwriting aussi, du ghostwriting. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est écrire à la place d'autres personnes sur les réseaux sociaux. C'est ça. Prête-plume, nègre. Il y a tous les noms sur ce... agence contenu, freelance, création de contenu. On peut un peu le nommer de différentes façons, c'est toujours drôle. C'est ça. Donc tu es l'homme derrière la plume. Tu as investi du coup dans l'immobilier personnellement et tu coaches des gens sur leur personal branding à eux. Et tu as un club IMO. Exactement. Et prestations IMO. J'ai des accompagnements IMO, un pour les débutants, un pour les profils plus avancés, type marchand ou des gens qui veulent vraiment se professionnaliser dans l'IMO et s'intéresser à faire une première petite promotion immobilière de maison individuelle. Et ensuite, j'ai un club de networking parce que sur LinkedIn, il y a beaucoup de CSP+. Et quand on est CSP+, souvent, on n'achète pas forcément des accompagnements et des formations, mais par contre, on investit beaucoup dans son réseau. Donc, j'ai un peu 3 produits comme ça. Avec un petit produit qui arrivera quand il arrivera, qui est un livre. Voilà, on en reparlera parce que ça fait partie intégrante de ma strate de contenu. Ok, c'est dans les questions de toute façon. Donc, tu es quand même du coup, aujourd'hui sur le marché, on va dire du business en ligne, de réseaux sociaux, tu es quand même associé à l'immobilier. Ouais, c'est une bonne question parce que tu vois, quand je me suis lancé dans le personal branding, je me suis dit, bon, alors, est-ce que je me niche? Est-ce que je me niche pas? C'est une question que ceux qui suivent ton podcast doivent se poser aussi. Il y a ce débat, on a Hormozy aux États-Unis qui dit riches is in the niches, donc l'argent, elle est dans les niches, et il n'y a pas que lui qui le dit. Moi, j'ai toujours aimé ce côté niche parce que ça permet aux gens de t'identifier et de savoir pourquoi ils te suivent. Donc, c'est vrai je sais qu'au début, alors au début, tu vois, quand j'ai commencé, si on retrace un peu mon parcours en personal branding, moi, j'ai commencé en payant un ghostwriter au départ, qui m'écrivait un post par semaine. Il m'a fait ça pendant 6 mois. J'en ai même fait une newsletter où j'ai fait un reveal qui est mon ghostwriter et tout, c'était assez drôle. Et en fait, au début, je parlais plutôt d'entrepreneuriat. Donc, sur LinkedIn, les gens m'ont connu par le biais entrepreneuriat parce que c'est là où j'avais du track record, parce qu'en fait, des entrepreneurs qui ont mon âge et qui entreprennent depuis 14 ans, mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'à l'époque, il y avait très, 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 très peu d'entrepreneurs à l'époque où j'ai commencé. Qui se disaient en tout cas. Ouais, mais non, il y en avait très, très peu tout court. Hein. Sur le net ou sur LinkedIn. Mais il y en a toujours eu beaucoup d'entrepreneurs. De jeunes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat après l'école, il n'y en avait pas quasiment. Ouais, j'avoue. Moi, je me souviens,
Non, il y avait vraiment personne qui entreprenait à ce moment-là. Il n'y avait pas de cursus entrepreneuriat, il n'y avait pas de cursus digital. À l'époque où je suis sorti de l'école, tu avais vraiment école de commerce. Bon, j'ai quand même découvert le marketing et c'est ça qui m'a donné envie d'aller sur le business en ligne. Mais en gros, j'ai commencé avec un ghost en n'étant pas niché, en parlant juste de mes accomplissements. Parce qu'au moment où j'ai commencé à parler de personal branding, j'avais déjà 12 ou 13 ans d'entrepreneuriat, donc avec des belles réussites. Donc je m'étais dit, la stratégie un peu simple, ça va être de crier sur tous les toits que j'ai fait des millions et que j'ai un certain track record. Et en fait, les gens vont se dire, ah ouais, lui, je le connaissais pas. Putain, il a l'air d'avoir fait des thunes en ligne. Il a peut-être compris des choses que j'ai pas compris. Je vais peut-être le suivre parce qu'il est plus avancé que moi. Et donc, un peu stratégie basique, c'est de dire, en gros, sur Internet, je dis toujours, tu as 10 000 personnes qui s'y connaissent plus que toi et 10 000 personnes qui s'y connaissent moins. Et donc, au final, tu t'adresses à ceux qui sont un petit peu en dessous. Et donc, ça peut être intéressant au début de dire, moi, j'en suis là pour que tous ceux qui sont en dessous se rendent compte qu'ils ont des choses à apprendre et qu'ils te suivent pour atteindre le niveau où tu es. Donc, j'étais parti de cette stratégie un peu basique. J'ai vu que ça fonctionnait bien. Et en fait, à ce moment-là, j'avais monté une filiale en fait, avec un groupe média. On va passer, j'ai fait une très courte année d'intrapreneuriat qui ne s'est pas très bien passée parce que, pareil, je suis trop indépendant et je tiens trop à ma liberté. Donc, en termes d'horaire, de mindset, de cadre, ça me convenait pas. Et donc, mais comme j'avais une grosse paye, j'ai pu me payer un ghostwriter en parallèle. Et quand cette histoire de filiale s'est arrêtée, je me suis dit, bon, allez, le next big things des 5-10 prochaines années, clairement, c'est la creator economy. J'avais vraiment aucun doute que c'était la stratégie qu'il fallait mettre en place. Et donc, je me suis dit, tu ne relances pas ton métier d'agence digitale, où j'avais un certain confort, j'avais tous les grands groupes en clients, j'avais deux grosses boîtes parmi le top 10 des annonceurs TV, tu vois, sur le digital. Je travaillais beaucoup en sous-traitance pour Havas, tu vois, donc je travaillais pour Volkswagen, pour EDF, pour Verisure, pour Hyundai, j'ai travaillé Volvo, je travaillais pour beaucoup de grosses marques en SEO ou en achat média, en gestion de campagne publicitaire. Mais je me suis dit, bon, l'agence, c'est cool, ça fait du cash, tu peux faire 10 000, 20 000 euros par mois, 30 000, tu l'as déjà fait, ça fait longtemps que tu le fais. Mais je ne me projetais pas dans un avenir où je montais une agence, tu vois, de 50 people, que je revendais, etc. Et quand tu es l'agence, tu es un peu la pute de quelqu'un. Tu vois, t'es le mec, il te dit vas-y, j'ai fait une réunion avec mon boss aujourd'hui, il m'a demandé un rapport pour hier, tu vois, il va te faire foutre pour hier, quoi. Moi aussi, j'ai une vie, tu vois, genre. Donc ça m'énervait, tu vois, j'ai besoin d'un rapport pour hier, ça me rendait fou. Où on t'envoyait un mail le soir à 22h et puis on te disait demain matin, il me faut un rapport. Et tu vois, moi, mes clients, je me suis jamais laissé faire, donc je leur disais non, le rapport, vous l'aurez dans 2 jours, tu vois. Donc des fois, c'était un peu compliqué. Mais ça le faisait parce que j'apportais des bonnes performances sur mes campagnes. Mais j'avais un peu l'impression, tu vois, de toujours faire la promo du produit des autres. Et donc, à un moment, je me suis dit, j'ai envie d'avoir mon propre produit. Mais moi, je ne suis pas un ingénieur. Je ne suis pas bon pour mettre en place des gros systèmes, pour, si tu veux, aller structurer une entreprise, etc. Ce n'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est de créer. Moi, je suis un peu je suis TDAH, donc j'ai des troubles d'attention. Et donc, en fait, quand je ne crée pas, quand je rentre dans un quotidien, en fait, tu sais, un peu normé, où tu as tes plannings, tu as tes systèmes, tu as tes réunions, etc. Je m'emmerde. Et donc, moi, je voulais créer la plupart de mes journées et être payé pour mes créations et mes décisions et pas être payé pour le fait de produire. Et donc, je me suis forcé à arrêter ce métier d'agence et donc à faire une croix sur ses revenus et à me dire, vis avec un petit peu l'argent que tu as de côté. En plus, à ce moment-là, je ne gagnais pas encore d'argent dans l'IMO parce que j'étais encore en train de faire grossir le patrimoine. Donc, ça me coûtait plutôt de l'argent que ça m'en rapportait. Et du coup, je me suis dit, ma strat, c'est que 60% de mes journées, ça doit être de la création de contenu.
je dois être focus sur ça avant tout quand je me lève le matin. Je veux être le plus gros créateur IMO sur LinkedIn. Et j'avais cette conviction que le niveau n'était pas très élevé, honnêtement, sur la thématique IMO. Sur LinkedIn, ouais. Ouais, le niveau était très très faible. Je dirais même pas que sur LinkedIn. Les gros créateurs IMO sont beaucoup partis dans la liberté financière, le lifestyle, tu vois, les Van Gun, les Yann Darwin, etc. Et ils sont pas dans la stratégie un peu de hormosie, d'envoyer de la valeur gratuite, de parler de technicité, de dévoiler vraiment des secrets pour aider les personnes à atteindre un premier objectif de manière gratuite. Et donc, j'ai vu vraiment aussi cette vague hormosie arriver du contenu éducationnel. Et ça m'a tout de suite plu de transmettre et de dire aux gens, suivez-moi, mais un peu comme Hormozy au début, j'ai rien à vous vendre en fait. Et donc, je suis parti là-dedans, je me suis dit, je poste une fois par jour. Et je suis parti sur la ligne éditoriale hyper basique d'Hormozy. Je vais vous aider à faire le 0 à 1 M, sauf que Hormozy, c'est dans le business en ligne. Et moi, je leur ai dit aux gens, je vais vous aider à faire le 0 à 1 M en immobilier de patrimoine, 1 million, gratuitement, sans vous vendre de formation en partant de zéro. Suivez-moi. Donc, il y avait un vrai why de pourquoi il faut me suivre, en fait. Quand tu vois une de mes publications sur LinkedIn, tu sais, sous le nom, tu as tout de suite la description avec ta proposition de valeur. Et cette proposition de valeur, pour moi, je pense que ça ne doit pas être ton produit. Je pense que, surtout au départ, après, quand tu es très connu, tu peux mettre ton produit en description pour aller faire des ventes, mais au départ, ça doit être ta ligne édito et le why de pourquoi vous devez vous abonner. Moi, je suis d'accord. Après, juste pour rebondir sur les influenceurs, je trouve qu'ils donnent quand même pas mal de valeur. Yann Darwin, il est quand même plus tourné investissement. Mais Christopher, le nombre de vidéos qu'il a fait sur l'immobilier, technique, tu vois. Le gars, il a fait une vidéo comment changer une fenêtre. Tu vois, genre, il en a fait beaucoup des vidéos, que ce soit technique pour l'investir, technique pour faire un prêt, technique pour faire des travaux. Ok. Donc, je ne l'ai pas forcément vu. C'est vrai que je l'ai un peu catégorisé en mode lifestyle. Peut-être que je ne le suivais pas au moment où il faisait ça. Peut-être qu'il l'a fait au début. Ouais, j'ai l'impression que moi, au moment où je me suis intéressé à la création de contenu IMO, à ce moment-là, il était plutôt, je trouve, dans des vidéos un peu lifestyle. Et après, il parle beaucoup aussi d'investissement à l'étranger. Donc, je trouvais qu'il y avait peu de création sur l'investissement en France. Ouais, ça fait 10 ans qu'il fait du contenu, lui. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait 10 ans, mais moi, je me rappelle, je suivais ses newsletters et ses formations gratuites quand j'allais à la fac. Okay. J'avais 18 ans, donc en 2018. Et ouais, le gars, il me répondait par mail, je me rappelle. Ok. Peut-être qu'au début, du coup, il faisait de l'éducationnel. J'ai pas forcément vu beaucoup. Mais c'est comme Thibaut InShape, tu vois. Thibaut InShape, il a fait une vidéo sur tous les mouvements de musculation qui existent au monde, tu vois, limite. Maintenant, il va pas refaire les mêmes vidéos. Oui. Ouais, c'est clair. Et puis évidemment qu'il faut faire du lifestyle, évidemment qu'il faut faire du make money, parce qu'on l'oublie souvent. Mais Internet, ça a vraiment été créé pour créer de l'emploi. De base. Enfin, de base, c'était créé pour l'armée, mais après, c'est surtout été créé pour l'emploi. Et les gens, sur Internet, qu'est-ce qui tape le plus? C'est comment faire de l'argent. Ouais, clairement. Et donc, ils ont tous les mecs qui font du make money. Et pourquoi est-ce qu'on en voit plein de guignols qui vendent des formations pour faire de l'argent? Mais parce que ça vend. Parce que ça vend. Et il faut regarder les chiffres. Tout le monde veut faire de l'argent, que tu sois un entrepreneur aguerri ou que tu sois un étudiant ou un salarié, tu veux faire de l'argent. Ouais, c'est universel, faire de l'argent. Et puis après, c'est vrai que moi, je trouve ça beau que les jeunes puissent avoir le choix, arriver à la vingtaine, de se dire est-ce que je vais me foutre le cul dans un bureau ou est-ce que en fait, je vais apprendre à faire de l'argent en ligne et j'ai la possibilité de voyager, de bouger, de faire du sport s'il en a envie. Pour moi, c'est être sur un spot de kite. S'il n'y a pas de vent, je travaille. Et s'il y a du vent, tu vois, y aller. C'est plutôt ça le goals. Mais je trouve ça beau que les gens aient cette possibilité. Et je trouve ça normal que du coup, quand Internet est arrivé, les gens se disent comment je peux utiliser cet outil pour gagner ma vie et sortir un petit peu du schéma traditionnel. Et le make money, c'est
c'est un énorme secteur. Et souvent, tu vois, tu disais tous ces guignols. Moi, je trouve pas ça si guignol parce que, en fait, c'est des marketeurs. En fait, si on revient à la base, on fait du marketing. On fait ce que les gens veulent. Le marketing, c'est pas promouvoir un produit. C'est s'adapter à ce que le marché veut et créer en face la réponse à ce que les gens veulent. Et donc, c'est les gens qui ont tapé sur Internet Make Money à tel point que quand on a un marketeur, on le voit que la demande, elle est là, elle est existante. Et donc, en tant que marketeur, on va évidemment aller sur des business, sur des requêtes et sur des thématiques qui nous permettent de gagner notre vie parce qu'on fait du marketing pour gagner de l'argent et pas pour être célèbre. En tout cas, il peut y avoir les deux. Mais il y a ce débat créateur de contenu, entrepreneur, etc. Je trouve que la limite, des fois, elle n'est pas claire. Moi-même, pour moi, elle n'est pas claire. Donc, mais en tout cas, on s'adapte, en fait. Parce que souvent, les gens pensent que c'est les influenceurs qui font qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à faire des business en ligne, de formation, à gagner leur vie en ligne, enfin, qui font la promotion du fait de pouvoir gagner sa vie en ligne, alors que moi je pense que c'est l'inverse, c'est les gens qui veulent gagner leur vie en ligne et nous qui mettons des produits en face. C'est la demande qui crée les influenceurs, on va dire. Exactement. Mais ouais, je suis bien d'accord avec ça. Mais alors quand je dis guignol, c'est je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit effectivement, mais je pense surtout à tous les scammers, tu vois, qui jouent sur le make money, ou alors les mecs qui te vendent du make money, mais qui derrière t'as un élève sur 100 qui réussit parce qu'en fait il l'accompagne plus que les autres, quoi. Mais on les a moins sur LinkedIn, ceux-là. Je les croise moins. Peut-être, je sais pas. Je connais peut-être pas les dessous. J'en connais quelques-uns. Mais après, c'est pas. Je pense que là, la problématique, c'est aussi le business model. Honnêtement, la formation en ligne, les espaces membres vidéo, si tu en discutes avec vraiment des ingénieurs pédagogiques, etc., ils vont te dire que ça marche pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand ils ont fait l'État français Calliope et qu'ils ont donné des primes aux salariés pour se former, ils ont interdit les espaces membres vidéo. Parce que on le sait qu'en ingénierie pédagogique, ça ne permet pas aux gens d'atteindre un objectif. Et c'est pour ça aussi que moi, j'avais pris cette ligne éditoriale. Je ne vous vends pas de formation. Parce que je considérais dès le départ que ce n'est pas en regardant des vidéos en ligne que tu vas apprendre à investir. D'autant plus si tu as de plus en plus de gars comme moi qui te disent en fait, moi, tout ce que vous achetiez dans les formations, je vais vous le donner gratos. Donc, ça ne sert à rien de dépenser 1500 balles. Donc, en fait, c'est qu'une question de temps, je pense, avant que tous les nouveaux créateurs de contenu adoptent une stratégie éducationnelle et disent aux gens, moi, dans cette thématique, vous voyez, avant, vous payez quelqu'un pour apprendre à le faire, mais moi, je vous donne tout gratuit et je vous vends l'étape d'après. Et comme tout le monde va faire ça, je pense que le business model des formations va s'essouffler très, très rapidement et il va y avoir beaucoup de gens qui vont devoir switcher vers des accompagnements ou des sociétés de services. C'est vrai que ça switch et le problème, c'est que maintenant, les formations ne sont plus vendues comme des formations, mais comme des accompagnements. En fait, tu dis, ouais, c'est un accompagnement avec des vidéos. Mais en fait, non, c'est une formation avec un gars qui prend 1 heure par semaine, voire 1 heure par mois, tu vois. Il te vend ça comme un accompagnement alors que c'est une formation en ligne. Ouais, alors après, il rajoute aussi, je pense, des sessions de groupe ou des sessions one-on-one. À partir du moment où tu en rajoutes un peu, techniquement parlant, tu commences à devenir un accompagnement, effectivement. Ouais, mais je suis d'accord. Pour moi, le futur est dans l'accompagnement. Après, les vidéos formations sont pertinentes si elles te forcent à mettre en application. Ouais, avec des exercices. Voilà. Ouais. Et moi, je verrais bien la formation de demain dans le sens où tu puisses pas débloquer les prochaines vidéos, les prochaines étapes de ton accompagnement si tu n'as pas mis en place des actions qui sont vérifiées. Ouais. Tu vois. Et là, il y a un vrai... Comme s'il y a tellement peu de passages à l'action. Franchement, quand tu vends, même moi, quand je vends des accompagnements, je suis à chaque fois sur le cul. Les gens, ils viennent pas. Les gens, en fait... la problématique, c'est que ça va être beaucoup acheté par des salariés. Et en fait, l'entrepreneuriat, fondamentalement, c'est ta capacité à faire des choses sans avoir de résultats suffisamment longtemps pour en avoir des résultats. Ouais, c'est ça. Et sauf qu'en fait, le salarié, il n'est pas du tout prêt à ça. Le salarié, en fait, il applique l'exercice, il fait ce que tu lui dis et qu'il n'obtient pas une gratification immédiate, soit par de l'argent à la fin du mois ou sur le moment,
soit par enfin, surtout par rapport à de l'argent, puisque bien souvent, ils veulent quitter leur job, en fait, ils arrêtent. Et donc, en fait, systématiquement, tu n'obtiens jamais de résultats en fait, immédiatement. Moi, pendant les 5 premières années d'entrepreneuriat, j'étais e-commerçant, je rachetais du stock, je gagnais rien. Bah oui, Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout linéaire. En fait, moi, j'ai très mal gagné ma vie pendant 7 ans. Je me souviens, mon père me disait trouve un job. Les gens, ils rigolaient. En plus, l'entrepreneuriat n'était pas à la mode. Donc, c'était pas du tout sexy d'être entrepreneur pendant ces 7 années-là. Et moi, je continuais parce que j'avais du kiff et j'y croyais. Je savais que à un moment, en fait, tu parlais des leviers, que la connaissance, ça campande, ça s'empile et ça crée des exponentiels. Et en fait, je savais que à un moment donné, je trouverais un truc et qu'en l'espace de 1, 2 ou 3 ans, je gagnerais des sommes tellement importantes que j'aurais en fait largement payé ces 7 années d'apprentissage. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Voilà, t'es multimillionnaire en patrimoine. Non, pas multi encore. Pas multi. Pas multi, j'ai un peu plus... Alors, multi avec mes associations, parce que je fais de l'investissement immobilier parfois avec des associés, parfois avec mon frère. Donc, je sais que sur Internet, tu as beaucoup, par exemple, d'influenceurs qui font des associations avec leur père, avec leurs frères, etc., qui ont des énormes lots immobiliers, mais qui donnent le chiffre, tu sais, de la valorisation globale. Mais moi, je parle plutôt de ma cote-part, tu vois. J'essaie de la jouer réglo. Et donc, sur ma cote-part... Tu devrais pas. Ouais, ça dépend. Des fois, je parle de... C'est vrai que des fois, je me suis mis à parler du gros chiffre, mais ça fait mes différences. J'essaye d'avoir un discours un peu moins bullshit, d'avoir une posture un peu plus d'intégrité dans ce milieu, parce que c'est la tendance. Aujourd'hui, il faut arriver en étant à contre-courant de ce qui se fait si on veut émerger. Donc, il ne faut surtout pas reproduire ce que font les très, très gros. Donc, moi, je suis arrivé un peu en frontal, en mode, je ne vais pas vous vendre de formation, je ne vais pas parler de Airbnb, de coloc, parce que c'est des niches qui sont liées à des lois fiscales et qu'en fait, les lois fiscales en français changent et qu'en fait, on vous vend du 10, du 12% de rendement. La vérité, c'est que la loi elle va changer dans 6 mois et que vous allez tomber à du 4 et qu'en fait, vous auriez mieux fait de faire des choses classiques. Et donc, je suis vraiment allé monter des produits qui étaient à l'opposé total des produits qui étaient vendus par les créateurs et avec une ligne éditoriale qui était aussi à l'opposé total. Je pense que quand même, tu avais l'air d'être pas d'accord, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, mais je pense que quand même, pour émerger, il faut être remarquable et remarqué. Et on n'est pas remarqué en faisant la même chose que tout le monde, je pense. En tout cas, ça me paraît compliqué. Ok. C'est marrant parce que tu dis que tu vas en frontal, mais tu fais la même chose qu'Hormozy. Oui, mais qui n'est pas fait en France. Alors, j'ai toujours énormément copié, inspiré les Américains. D'ailleurs, je le recommande à tous les entrepreneurs. Ouais, franchement, vous prenez pas la tête. C'est ce que je fais. Hein. Ça marche. Moi, c'est ce que je fais, clairement. J'ai copié mon offre d'un ça marche. Pourquoi ouais, mais pourquoi faire... En fait, pourquoi réinventer la roue? Je l'ai réadapté, mais... Bien sûr, après, on met notre patte, mais les grands principes, on peut les copier. Non, mais il faut... De toute façon, c'est eux qui ont inventé le marketing. On copie forcément les Américains. On fait du marketing, c'est eux qui l'ont inventé. On fait du personal branding, c'est eux qui l'ont inventé. Donc, de toute manière, même si on ne veut pas les copier, on les copie forcément. Tu connais la définition du branding? Si tu avais regardé mes autres podcasts, tu l'aurais su. Ouais. Moi, j'en ai une. Après, vas-y, dis-moi. Je peux te donner la mienne. Vas-y. Pour moi, le branding, c'est le fait de travailler son score de notoriété et c'est quel score tu as sur un top of mind. C'est-à-dire le top of mind, en gros, pour l'expliciter, parce que j'ai tendance à jargonner quand je parle de business en ligne, moins quand je parle d'IMO, du coup. Le top of mind, c'est en gros, tu vas dans la rue, tu interviews 1000 personnes, et c'est quel pourcentage connaît le nom de ta marque ou ton nom à toi. Et pour moi, le branding, c'est à quel point tu arrives à être top of mind, soit sur du mass market, soit tu peux faire l'exercice sur ta thématique, ta niche.
C'est-à-dire que là, dans mon cas, tu interviewerais quelqu'un qui travaille dans l'immobilier ou qui est investisseur immobilier, puis on lui demanderait est-ce que tu connais Thibaut Trézière. Et là, on mesure un peu ce qu'on est. Et top of mind, c'est avoir une notoriété spontanée qui fait que quand quelqu'un a la problématique que tu règles, il pense à toi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller chercher le client. Tu es spontanément identifié dans la tête des personnes parce que tu es visible. Est-ce que c'est une bonne définition? C'est une définition qui est pas trop mal. Ça me fait trop marrer à chaque fois. Je le dis, tous les épisodes, tout le monde donne des définitions super longues. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est très bien ce que tu as dit, de devenir la référence dans l'esprit de tes clients quand tu réponds à leurs problèmes qu'ils rencontrent. Ça, c'est super cool et ça, j'en parle, mais ça, c'est plutôt l'objectif du branding. Ok. Enfin, pour une marque. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire de plus. Mais, ta définition courte. Ma définition courte, non, mais avant ça, oui, mass market, c'est le marché. Parce que tu as dit mass market, mais peut-être que les gens ne savent pas. Le mass market, c'est le marché en règle générale. Donc les gens, les acteurs dans le marché. Tout le monde. Voilà, tout le monde. Au sens large. Et toi, tu as plus parlé de popularité, tu vois. Alors moi, j'ai défini la marque avant le branding. Donc la marque, c'est l'ensemble des associations que se fait le consommateur quand il pense à toi. Ok. Donc là, tu vois, il n'y a plus de connotation positive ou négative. Toi, tu l'as vraiment dit en mode, le branding, c'est ton niveau, tu vois, sur l'échelle. Tu pourrais dire que tu pourrais avoir un mauvais branding ou un bon branding. Moi, je dis, tu as plutôt une marque, donc une brand plutôt, qui est subie ou maîtrisée. Et du coup, faire du branding, c'est maîtriser sa marque, ou en tout cas essayer. Tu vois, faire du branding, c'est l'art de créer des associations. Tu vois, à quoi je m'associe. Et en fait... Oui, qu'on associe ta thématique à ton nom ou à ta marque. Ouais. Mais un bon branding, c'est pas forcément une marque populaire. Tu vois? Oui, c'est vrai. Moi, je le prends dans le sens... oui. Et c'est là où c'est intéressant parce que regarde dans un milieu technique, tu vois, tu vas demander à des créateurs de contenu, c'est quoi les meilleurs micros pour faire un podcast? Tout le monde va te dire des Shure. Et ça, on le sait. Tu demandes à un mec dans la rue, un micro pour un podcast, un micro, je sais pas, il va te parler d'un micro avec un truc que tu prends à la main, tu vois. Donc, ils sont totalement... ils sont pas très connus, ils sont pas très populaires, mais ils le sont beaucoup dans leur secteur, tu vois. Donc, c'est là où c'est intéressant de réfléchir de ce côté-là. Et maintenant, tu vois, si tu réfléchis à, OK, mon objectif, c'est peut-être plus d'être le meilleur pour être le meilleur sur mon marché, mais plutôt de devenir ce que je veux être, en fait. Justement, le petit point, là, le petit caillou dans la chaussette qu'on remarque, tu vois, peut-être qu'il embête, ou alors on est content de le voir, mais j'appartiens à ce marché-là, tout le monde le sait, parce que je fais ça. Et tu vois, et donc c'est là où tu deviens différent. Tu deviens remarquable, comme Seth Godin dit dans son bouquin. La vache pourpre, faut le lire. Ouais, qui est sympa, mais qui reste très en surface, on va dire. Oui. En plus, il est vieux. Donc, mais ça donne les grands principes. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que c'est un peu parce que ça parle principalement du projet, enfin du profil de télé industriel, là où tu investis dans la pub télévisée. Et puis tu fais de l'argent et après tu réinvestis dans la pub. Mais bon, maintenant, c'est plus forcément la pub à la télé qui fait la loi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu démodé comme bouquin. Ouais, il est vieux. Mais il est pertinent. Mais en fait, du coup, c'est plus le fait vraiment d'être remarquable qui va faire que. Pour moi, en gros, dans ce bouquin, le mec dit oui, on voit tout le temps la même chose, on voit tout le temps les mêmes vaches. Et dès que tu vois une vache pourpre, t'es remarquable. Mais le problème, c'est que maintenant, en fait, tout le monde est à sa façon différent. Tout le monde est très peut être remarquable d'une façon ou d'une autre sur plein de secteurs et tu vois comment tu différencies un Yann Darwin d'un Christopher Wengen sur le marché de l'immobilier, en vrai ils font un peu la même chose et pourquoi est-ce qu'ils réussissent? C'est parce que en fait eux ils sont arrivés très tôt, donc ils ont eu de la chance, la primauté du premier sur le marché, mais surtout parce qu'en fait, ils ont regardé ce qui se passait sur leur marché, ils ont regardé ce que leur cible voulait, et ils leur ont donné ce qu'ils voulaient. Et c'est ça où, en fait, j'essaye souvent de nuancer les gens qui disent « Ouais, il faut que je me niche, et que je... » En fait, il faut se nicher. C'est important, parce que du coup, il faut que les gens t'associent à ta niche. Mais... Je pense au début, surtout. Parce qu'après, je pense... Moi, j'arrive à un... Excuse-moi de te couper, mais j'arrive à ce que ça m'intéresse en plus d'en discuter avec toi, parce que c'est des questions que je me pose en ce moment.
On va t'auditer en live. Je sais pas. Non, mais je sais pas si tu as vu. T'as Antoine BM qui a fait une vidéo là, il y a quelques jours sur YouTube où il disait j'ai envie de me dénicher, de plus forcément parler que de business en ligne, etc. Elle m'a fait pas mal réfléchir parce que après, je poste 2 fois par jour et je poste depuis 1 an et j'ai traité beaucoup de sujets sur l'IMO. Je pense que je peux encore attaquer la chose de 1000 manières différentes. Mais j'ai l'impression qu'à un certain stade de notoriété, maintenant, je peux parler un peu de tout et n'importe quoi. Et les gens vont aimer, vont suivre, vont commenter, je vais avoir de l'interaction. Est-ce que ça va me générer des ventes ? Je sais pas. Mais il y a un moment, quand tu as beaucoup d'abonnés, si tu veux passer le step d'après et devenir grand public, un peu élargir ta niche, bah, tu es un peu obligé d'aller sur des sujets qui touchent vraiment tout le monde pour aller faire vraiment des posts ou des vidéos, peu importe, qui vont faire des gros buzz. Enfin, on appelle ça le buzz, c'est ce qui est plus facilement, je pense, compréhensible pour les gens, mais j'aime pas trop ce mot. Mais en fait, faire des posts haut de tunnel de conversion, mais pareil, on va partir de la technique, mais qui sont larges, qui touchent vraiment tout public. Et là, je suis en train j'ai écrit un post LinkedIn hier en disant que justement, je voulais essayer un petit peu d'élargir. Après, quand tu postes 2 fois par jour, tu peux garder un post IMO et puis faire un deuxième post peut-être sur autre chose. Tu restes, je pense, niché, identifié. Mais finalement, la marque personnelle, après, si tu avais une vraie marque personnelle forte au bout d'un moment, ta niche, c'est toi-même. Et donc, tu peux commencer à parler, je pense, de tout. Je sais pas. Toi, tu dis qu'il faut plutôt rester niché tout le temps. Ça dépend. Non. Je pense que je nuance beaucoup mon point de vue et mon discours. En tout cas, j'essaye. Là, c'était plutôt quand tu te lances. Ouais, quand tu te lances, clairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ton objectif. Ton objectif, parce en général, on a 2, voire 3 pour toi. C'est est-ce que tu veux devenir le roi de ta niche et vraiment faire que ça parce que tu es passionné et puis le reste ne t'intéresse pas. Est-ce que tu veux faire de l'argent, donc convertir, ou est-ce que tu veux être connu? Tu vois, en gros, c'est 3. Le principal, c'est les 2 dernières. C'est dur là Tu veux faire de l'argent? Tu veux convertir ou d'en définir un, ouais. Moi, je pense que c'est une des erreurs que je fais, c'est que je suis pas du tout clair sur ce point. C'est dans ma tête. Donc, clarifie-le. Donc, je le suis pas dans ma strat. Et le problème, c'est que tu peux pas faire les 2. Ouais. Alors, du coup, ça marche un peu. Mais oui, en fait, tu peux le faire, mais tu auras des résultats moyens partout. C'est ça. C'est le problème. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est de définir un axe et de te dire, OK, bon, peu importe l'ordre où tu le prends, au final, si tu travailles bien, tu auras les 2. D'accord ? Mais pour commencer, il faut en choisir un. Donc, est-ce que je vais faire du coup des vues ? Est-ce que je vais aller viser un maximum de communauté pour derrière essayer de la convertir ? Ou est-ce que d'abord je me crée une communauté solide, un socle de base qui va faire que ma brand va être très forte et derrière, et du coup je vais pouvoir la convertir facilement et du coup faire plein d'oseille, et après je gonfle. Tu vois, faut que tu choisisses l'ordre. Ouais, je pense que exactement, faut le faire par étapes. On n'est pas forcément encarté dans un de ces 3 objectifs. Mais on peut le faire par étapes. Mais là, c'est difficile de savoir quelle est la meilleure. Je pense qu'il y aura plein de contre-exemples, à mon avis. Moi, j'ai choisi, en tout cas, d'abord d'être connu. Je voulais, au début, je postais beaucoup pour les likes, pour le score. Je voulais vraiment développer ma communauté. C'était mon objectif. Et ensuite, maintenant, je suis plus dans une phase où je cherche à monétiser. Mais d'un autre côté, quand tu commences à monétiser et que tu n'as pas atteint un certain stade de notoriété, ça peut te freiner dans ta croissance, en fait. Et donc, c'est compliqué de trouver le juste milieu. Donc, je n'ai pas encore mis le curseur sur la monétisation à fond du tout. Je suis vraiment... je fais peu d'efforts pour monétiser. Dans ma journée, c'est très peu de mon temps de cerveau. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu développes ta communauté, normalement, il faut que tu puisses vendre des partenariats, etc. Mais bon, du coup, en fait,
j'ai choisi d'être connu dans l'IMO, mais de ne pas monétiser pour l'instant trop l'IMO. Du coup, je monétise avec du ghostwriting Ouais, c'est bien. en B2B, mais j'ai choisi de ne pas trop monétiser le B2C. Ou Bah, je le fais peut-être mal, cool. mais ouais, je le fais comme ça. Après, c'est aussi lié à LinkedIn, je pense. Et le fait que je suis très présent sur LinkedIn. Et en fait, sur LinkedIn, les utilisateurs sont beaucoup dans une démarche d'achat de professionnel à professionnel, B2B. Je jargonne tout le temps. T'inquiète, mais vas-y. J'essaye de. C'est un podcast un peu technique. Hein, Ouais, de toute façon. bon, ça va. Je peux te faire Si, plaisir. je sais pas si le. Non, mais parce que j'ai mes amis d'enfance qui me disent tout le temps, Thibaut, on comprend rien à tes vidéos. Ouais, ils ont qu'à apprendre. Ils ont qu'à apprendre. Donc j'essaye quand même d'ouvrir pour sortir aussi justement de ne pas toucher que des personnes nichées. Ouais, mais ça, c'est un podcast niché. Hein. Bon, bah alors on y va, on jargonne à fond. On se fait plaisir. Ouais, vas-y. Donc qu'est-ce que j'ai. Ouais, sur LinkedIn, les gens sont beaucoup dans un acte d'achat B2B. Et donc finalement, c'est beaucoup plus simple j'ai remarqué que c'était beaucoup plus simple de vendre du B2B que du B2C. Et donc je me sers. Du coup, j'ai adapté. Une fois que j'étais connu, j'ai adapté mes produits un peu à la demande, au réseau social sur lequel je suis connu. Et donc, j'ai monté des produits en adéquation avec ça. Et donc, je monte des produits un peu à l'Hormozy, où je prends des parts dans des startups où je suis minoritaire. Et donc, j'oriente pas mal sur des business studies. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, le B2B, je le vends tellement bien en bouche à oreille que en fait, je n'en parle pas quasiment de mes produits B2B sur LinkedIn. Très, très peu. Ouais. Alors que c'est ce que je vends. C'est ça la force. Hein. Mais j'ai oublié 2 points que je voulais, mais il y en a un, si je me rappelle là. Faut pas, en général, il faut laisser les choses se faire. Quand tu fais de la commu, en général, tu as des opportunités pro qui se créent toutes seules. Ouais, grave. Donc, en vrai, laisse-le, essaye pas de monétiser et focus dessus. Mais je pense que toi, tu as un stade où il faut vraiment que tu mettes encore l'accent dessus et je pense que tu peux aller beaucoup plus loin. Et je dirais dans le make money, Monétisation ou en. en création de vue, pardon. Ah, de vue, ouais. En gain de popularité. Ouais. Ah oui, si. Et la deuxième chose, tu sais comment je t'ai découvert? Non. On a un groupe WhatsApp en commun. Et il y a l'anniversaire de Flavio et Meryl, qui sont passés dans le podcast. Ah oui, ok. Et j'étais en train de regarder les invités, tu vois, je regardais les photos. Et il y a un de mes associés dans une des boîtes que j'ai qui me dit: Ah, mais faut que lui, que tu l'invites dans ton podcast, il parle du mot, il est trop chaud. Ah, c'est drôle. Tu vois, il a juste vu ta photo. Ah, ouais, parce que je mets la même partout et ma tête, elle est en gros, ça. etc. Ouais, ça fait partie du branding. Et donc, tu vois, il t'a associé à un mec qui est chaud dans l'IMO. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de recos comme ça. C'est cool. Du coup, quand tu te dis, je sais pas trop comment me positionner si je suis business ou IMO, moi, à ta place, j'irai dans l'IMO à fond, je parlerai de gros chiffres et je ferai un peu de make money, tu vois. Mais le make money sans avoir de formation à vendre derrière, c'est vachement bien. Parce que tous les mecs qui font du make money, ils sont là en mode vas-y, tu veux nous vendre une formation. Et quand il n'y a pas de formation à vendre derrière, les mecs sont comment, tu vois. Genre, moi, j'ai fait des posts make money dès que j'ai commencé à faire des mois à 5 chiffres sur Thread ou TikTok ou Twitter, pardon. Et derrière, t'as les mecs en commentaire qui t'en mode ouais, alors tu nous vends une formation et tout. Et je dis non, pas de formation ici. Okay. C'est juste la preuve que je bosse bien parce que j'ai plein de clients, la preuve que je bosse bien, tu vois. Et du coup, t'as peu de haters et t'as pas trop je dirais la partie négative des mecs qui parlent d'argent en fait. J'ai trouvé un hack d'ailleurs pour sortir de ce qu'on peut partager avec tes auditeurs, vu que tu me dis que c'est niché. On va aller encore plus dans le deep, mais moi maintenant, du coup, un peu comme toi, je dis je vends pas de formation, comme ça je sors un peu dans l'image des gens de l'influx voleur, tu vois, tout de suite. Et maintenant, j'ai repéré un autre hack qui fonctionne bien, c'est de dire que tu es podcasteur. Parce que quand tu dis que tu es podcasteur, tu es tout de suite plus associé aux influenceurs, aux créateurs de contenu, aux entrepreneurs. On comprend tout de suite que tu es dans le média, mais tu es dans le média... décontracté, quoi. Non, mais dans le média haut de gamme. Tu vois. Oui. Tu rentres dans le truc. Média haut de gamme des créateurs de contenu.
Ouais. Parce que le vidéo de gamme, c'est la télé. Bah, je sais pas. Moi, là, gros débat. Pour moi, c'est beaucoup plus haut de gamme un podcast. C'est beaucoup plus deep, c'est beaucoup plus intéressant en termes d'infos que je reçois, etc. Oui, c'est vrai. La télé, c'est pas vraiment haut de gamme. C'est plutôt. Non. Ça s'apparente plus à la radio, je trouve. Oui. Tu te rapportes plus d'émissions radio ou là, dans la radio, tu peux avoir des émissions un peu plus deep. Mais du coup, tu rentres dans un step et j'ai vraiment vu la différence. À partir du moment où j'ai créé mon podcast, j'ai vu vraiment en termes de branding la différence. On m'a tout de suite, je pense, mis dans une autre case. Et là, les gens se sont dit, ah ouais, lui, il attaque le game de la création de contenu, mais il l'attaque pas pour blaguer, quoi. Parce que quand tu passes au podcast, tu commences à payer des studios, à réserver, à inviter des gens. Tu commences à être deep, tu restes avec les gens 1 heure, 2 heures en ligne, etc. Ils t'écoutent le soir en dormant, en travaillant, sur la route, etc. Et tu passes dans une autre sphère. Et moi, j'ai vraiment vu le truc exploser. Et maintenant, j'ai même beaucoup de gens, je pense, qui me likent parce qu'ils voudraient passer dans mon podcast. Et c'est vraiment je pense que ça va être un de mes futurs meilleurs produits B2B. En tout cas, ça fait partie d'un de mes prochains focus qui est de trouver des sponsors et d'accélérer fortement le volume parce que je trouve déjà c'est le contenu le plus simple à faire. C'est vrai. Déjà, quand tu es l'intervieweur, tu parles pas trop, tu fais un peu bosser l'autre, donc c'est cool. En plus, ça crée énormément d'affect. Et ça te positionne aussi sur vraiment du haut de gamme. Et franchement, c'est top. Et puis, tu as la voix et puis tu as la vidéo, parce que du coup, c'est un très bon moyen aussi. Moi, j'ai démarré YouTube avec le podcast. Oui, je savais pas quoi faire. J'ai dit, tiens, le podcast, je vais faire bosser l'autre. Et en fait, on est tous bien meilleurs quand on échange que moi, vraiment, se me mettre devant la caméra. J'ai du mal. Quoi. Parler à un mur, c'est mieux qu'un. J'y arrive pas. Je sais pas vraiment faire. Alors, parler en loom, je fais l'art, donc du coup, je fais des looms. Tu parlais strat un peu personnel branding YouTube. Mais je fais des looms parce que moi, j'ai un support. Et donc, je m'intéresse beaucoup aux créations de contenu loom. Donc, je fais beaucoup maintenant ce qui devient à la mode, les charts, les graphiques. Un peu. Et je trouve ça plus facile. Moi, j'ai passé des valeurs brutes. J'en ai fait pas mal. Enfin, j'en ai fait quelques-uns. Des valeurs brutes. Valeurs brutes, ouais, c'est ça. Des contenus à forte valeur, ouais. Mais ouais, c'est sympa. Et en plus, petit hack, attention, je vais détruire un mythe et je vais détruire Hormozy. Tous les gens là qui voient des mecs qui font des schémas là, comme ça, là, avec leur tête en bas, dans le rond, avec le loom, là, où ils font des poses, machin, où tu sens un peu en proximité, etc. 99% des contenus comme ça, c'est des mecs qui ont pris des théories ou des process, une idée, ils la schématisé. Et donc, en le voyant schématisé, on se dit putain, c'est complexe, c'est pas facile à comprendre. Et avec le schéma, waouh, tout de suite, c'est super. Et en fait, c'est pour ça que Hormozy, il a rempli son bouquin de schémas. Parce qu'en fait, ça le rend trop intelligent parce que le mec, on le dit, ah putain, mais en fait, Hormozy fait des schémas qui expliquent trop bien les sujets. Ça veut dire qu'en fait, le gars a une capacité de synthétisation qui est hors du commun. Alors que pas du tout. Les sujets sont super simples à comprendre. Ouais, Tu surcomplexifies un sujet. Ouais, mais pour le ressortir. Je te jure. Moi, je trouve que c'est l'inverse un peu parce que la valeur dans la création de contenu, c'est quand même de rendre les choses accessibles. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur. Quand j'accompagne des clients en ghostwriting, ils veulent toujours écrire des tartines, des trucs hyper longs, etc. Et moi, je leur dis non, mais en fait, là, ton sujet, il y a plein de trucs qu'on peut enlever. On peut faire beaucoup plus court. Et je pense que le plus dur, c'est de vulgariser. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est un talent. Mais en fait, je suis pas... je trouve plutôt que c'est bien de faire ça. Oui et non, dans le sens où, en fait, c'est facile de le faire. Et je trouve que... Je suis pas sûr. Hein. Le crédit qu'on donne aux gens qui le font... Et je l'ai fait, tu vois. Ah oui, c'est un hack du moment. Ça, c'est certain. C'est un hack. Et je trouve qu'on dit que le sujet est... En fait, le sujet paraît compliqué au début. En fait, on vient le surcomplexifier avec un schéma qui du coup, en fait, brand un sujet dur alors que c'est un sujet qui est basique, tu vois. Genre...
Bah, peut-être que peut-être qu'il y a des gens effectivement qui font ça. Après, normalement, le schéma, ça a l'objectif inverse. Le fait Oui, ça de explique bien, ça résume bien. schématiser, c'est plutôt pour décomplexifier un sujet complexe. Oui, mais c'est Alors, rare. celui qui fait ce que tu dis, pour moi, du coup, il a pas, il est pas, il réussit pas son coup, entre guillemets, même si en ce moment ça marche, mais après c'est comme tout, ça va se complexifier, le niveau va monter, et donc en fait les gens vont du coup repérer celui qui prend le schéma d'un autre et qui fait ce que tu dis, vs celui qui a fait un effort de vulgarisation et de décomplexifier un sujet complexe, tu vois. Oui, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les gens vont surcomplexifier un sujet de base qui est plutôt basique. Volontairement, tu penses? Oui. Ah ouais, moi j'essaye vraiment de faire l'inverse. Et dire, non, mais dire, regarde, on va le simplifier, tu vois. Et du coup, ils passent pour des génies pour dire, regardez, on a simplifié un sujet complexe alors qu'il n'est pas complexe, le sujet. T'as des mecs qui te font des vidéos avec des schémas dans tous les sens pour t'expliquer une strate de communication sur LinkedIn, tu vois. Mais est-ce que c'est pas du génie de rendre accessible un sujet complexe? C'est du génie, mais quand tu... Mais non, justement, c'est pas... Justement, c'est là tout le débat. Pour moi, les sujets ne sont pas complexes de base. Ah ouais, ok. Bah, les sujets sont jamais très complexes quand tu parles à tes pairs ou à des gens qui ont un début de technicité ou qui sont de ton milieu ou de ton secteur. Mais après, quand tu ouvres et que tu commences à vouloir créer pour élargir et pour la masse qui n'est pas du tout sensibilisée à ton sujet, je trouve ça de. Mais le problème, c'est que les gens, justement, expliquent pour leur père. Parce qu'en fait, je te dis ça. Oui, bah là, normalement, c'est censé se voir. Ah oui, mais ça se voit et ça commence à se sentir, tu vois, parce que ça se fait beaucoup. Je te dis ça parce qu'en fait, la plupart des gens qui font ça, c'est des gens qui vendent des formations pour leur père, justement, mais qui sont moins avancés. Mais bon. Ah, parce qu'ils vendent pour leur père. Ah ouais, ok. Bah, peut-être que. Après, ça dépend de qui on parle. T'as peut-être pas vu les mêmes que moi. On n'est peut-être pas exposé aux mêmes vidéos. Mais même les Américains, ils font ça. Il y a plein d'Américains qui font ça. Ouais, il y en a beaucoup. Je suis. Et Hormozy, c'est le premier. Tu vois, il te fait des beaux schémas. Et en fait, quand tu regardes un petit peu en profondeur, en fait, Hormozy, il a rien inventé. Alors, je suis d'accord, il est bon, tu vois, sinon il serait pas là. Mais bon, là où il est bon, Hormozy, c'est qu'il est bon en vente. Et vu qu'il te vend rien, t'as pas l'impression d'acheter. Ouais. Sauf qu'il il t'achète de l'attention et du temps. Mais il est bon en vulgarisation quand même, moi, je trouve. Moi, je sais pas, j'apprécie ce. Je pense qu'il est pédagogue, mais je pense ouais, c'est ça, mais c'est un vrai talent. Je pense qu'il n'est pas plus qu'un autre et qu'il il tabasse le contenu et du coup, t'as l'impression que. Bah, il y a une question de moyens. Le mec, il a mis 30 000 balles par mois dans sa création de contenu et il a recruté le bras droit de Gary Vaynerchuk, là. Donc, oui, forcément, le gars, il est arrivé avec des. Voilà. Mais donc il est arrivé en force, quoi. On le met sur un piédestal, mais pas pour la bonne raison. Ouais, mais tu vois, malgré qu'il ait mis tout cet argent et qu'effectivement, il a les équipes, etc. Moi, franchement, il y a des... En fait, des fois, il y a des choses que je savais plein de choses. Quand j'ai lu son livre, je le savais déjà. Mais même quand je sais quelque chose, moi, je trouve que c'est intéressant d'aller le revoir peut-être vulgariser, conceptualiser, etc. C'est comme pour tout. J'ai trouvé de l'intérêt, moi. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi j'en ai trouvé. Et je crache pas dessus. Mais là où je veux en venir, et tu vas voir ce qu'on en revient au branding, et puis on va terminer sur ça. Le problème avec les réseaux sociaux et avec le branding, c'est que maintenant, une figure d'autorité, elle est considérée comme le meilleur dans son domaine. Tu vois, et je suis sûr que la plupart des jeunes adolescents pensent que Thibaut InShape, c'est le meilleur coach sportif de France. Alors que c'est pas du tout le cas. Ah oui, mais là, tu parles du sujet posture expert. VS, moi, je suis plutôt en posture explorateur sur ma création. Mais même, peu importe en fait. Dans le sens où les gens vont regarder le nombre d'abonnés et vont te dire, ok, t'as le plus d'abonnés, c'est toi le meilleur. Alors ça, c'est hallucinant, cette association. Tu vois. Et ça m'arrive tous les jours. Et ça, c'est Hormozy. Je trouve ça dingue. C'est pas parce que c'est lui qui a le plus d'abonnés dans le marketing que c'est lui le meilleur, tu vois. Et la preuve, on connaît pas beaucoup de boîtes. J'ai tout le temps ce débat, moi. Pas beaucoup de boîtes où Hormozy, il a fait péter. Moi, je connais pas de boîte qui a fait. Ah non, celui qui a le plus d'abonnés, c'est clairement pas le meilleur. Ouais, j'ai ce débat parce que j'ai des mecs dans l'IMO qui m'appellent, des patrons de foncières ou des grands promoteurs, et puis je les ai au téléphone, je les set un peu en message privé sur LinkedIn, tu vois, puis après je les prends au téléphone. Ils me disaient, Thibaut,
Moi, tu vas pas me la faire. Ça fait 25 ans que je suis dans l'IMO, machin, etc. Je dis, oui, mais vous savez, moi, Je suis pas là pour te la faire. Hein. je suis pas là pour dire que je suis un expert et que je suis meilleur que vous. Hein. Moi, mon job, c'est de faire le lien entre le média et le secteur IMO. Et c'est là où, par contre, je prétends avoir quand même une posture assez expert par rapport à mon track. Mais je dis pas que je suis un expert de technicité immobilière. D'ailleurs, souvent, les très bons investisseurs immobiliers sont pas forcément ceux qui ont la plus grosse expertise IMO. Parce qu'en fait, un investisseur qui grossit fort en patrimoine, etc., mais comme dans l'entrepreneuriat classique, c'est avant tout une question de mindset, de rapport à l'argent et de rapport au risque. Et donc souvent, les très bons investisseurs, c'est juste des gens qui adorent prendre les plus gros risques. Et moi, c'est mon cas, vu que j'ai une aversion totale au risque. Et que T'es un gambler? Alors non, du tout. Je n'aime pas les jeux de hasard, mais par contre, le poker, tu vois, j'adore. Donc quand il s'agit de jouer à un jeu où il y a une part de chance, mais où on peut maîtriser le résultat ou orienter le résultat, là, ouais, je commence à bien aimer. Mais non, je gamble pas. Je suis d'ailleurs, ce qui dans mon réseau de potes investisseurs sur Paris, maintenant, on m'identifie pas mal comme le mec un peu qui investit en mode bon père de famille. Tu vois, je suis très ah non, le Airbnb, c'est trop une nouvelle mode. La coloc aussi, il peut y avoir une régulation. Je suis assez sage. Je reste sur des gros basiques, moi. Tu vois, je conseille la rénovation énergétique, tu vois, là, dans l'IMO. C'est pas hyper sexy. Mais pour moi, en fait, je suis pas là non plus pour réinventer la roue, tu vois. Forcément, c'est pas parce que je suis un créateur de contenu que... Tu vois, Vangen, tu vois, il essaye de créer des houses, les boats sur l'eau, là, tu vois, les trucs comme ça. Les trucs à Bali, maintenant à Tulum et tout. Il est sur le fait d'aller apporter aux gens un peu the next, la prochaine opportunité. Donc, c'est un peu, il joue sur l'objet brillant. C'est ça. Moi, j'aime pas trop ce truc-là. J'aime bien dire aux gens... back to basics, quoi. En fait, dans l'IMO, tu crées de la valeur en améliorant la valeur intrinsèque, point barre. Donc, tu construis ou tu rénoves. Ouais, donc là-dessus, je suis pas très original. En plus, ça suit bien l'agenda politique, donc en tu as raison. Hein. Et au moment où je le disais, c'était pas si commun et tout. Et là, ouais, je commence à avoir grave raison. Ouais. Mais c'était sûr, entre guillemets. C'est pire en pire. Entre guillemets, c'était évident, en fait. Ouais, bah, ça se voyait. Et puis, ça va être de pire en pire. Un autre exemple aussi, c'est Steve Jobs, qui a pris les compétences techniques de Steve Wagner, mais c'était lui la tête de proue. Tu vois, ah oui, le meilleur créateur n'est jamais le meilleur expert. Hein. Et on a un nouvel exemple qui est le patron de Telegram là, qui s'est fait arrêter. Je sais pas si tu as suivi. Ah non. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un Paul, je sais plus. Il s'est fait naturaliser français. Et en gros, le patron de Telegram, c'est deux frères en fait. Son père, le père du patron de Telegram, est un mec. C'était des Russes, non? Ouais, c'est un Russe qui a fait fortune. Expatrié. Alors son père est russe. C'est une grosse fortune parce qu'il a fait fortune dans le charbon en Russie. Comme beaucoup. Et ouais. Et donc, du coup, c'est une famille qui est très puissante en Russie, d'accord? Et ses enfants sont très intelligents et ils sont très protégés par les Russes. Parce que sinon, Poutine, il aurait fait fermer Telegram depuis longtemps, tu vois. À la guerre, Telegram, ça se sert dans les deux camps, tu vois. Donc, il aurait pu la faire fermer. Et donc là, il s'est fait arrêter en France parce que, justement, en fait, les macronistes communiquent sur Telegram. Et donc Macron a peur qu'il y ait des petits trucs qui passent. Mais bon, au-delà de ça, pour revenir sur le branding, il y a deux frères. Il y a le frère technique, qui est un peu dans l'ombre, mais qui gère toute la techno, qui a tous les codes de Telegram. Et tu as le frère, l'aîné, le beau gosse, qui s'exprime bien, qui a une belle brand, qui est le CEO de Telegram, qui passe à la télé et qui balance machin. Et c'est lui qui s'est fait arrêter, tu vois. Ah, faut faire gaffe alors quand on fait du branding. Du coup, oui, parce que c'est lui qui a la lumière, alors que c'est même pas lui qui a les codes. Ouais. Tu vois? Il me semblait d'ailleurs que Telegram avait été nationalisé, qu'ils avaient mis la main dessus et que le gars s'était barré pour créer un... Non, il était à Dubaï. Ah non, c'était... Parce qu'il il semblait que le fondateur de Telegram, il avait créé le réseau social russe Vcontact et que VKontakte a été nationalisé et que du coup, il était parti créer Telegram ailleurs.
Non, il l'a fait en Russie. Et c'est juste que là, en ce moment, alors là, on est le 9 septembre, le 10 septembre, pardon. Donc, pour contextualiser, parce que le podcast sort dans un mois. J'espère que ça sera sorti de tôle. Mais du coup, il était à Dubaï, là. Et tu vois, les mecs qui font des techs comme ça à Dubaï, les milliardaires comme ça, ils les aiment bien, hein, tu vois. Ils veulent attirer ces gens-là. Donc, ils sont contents de l'avoir. Et il est passé en France parce qu'il a été naturalisé en France. Il a la nationalité française, russe et d'autres. Et Dubaïote. Et du coup, il s'est fait arrêter parce qu'il était invité par Macron. Sauf que Macron l'a invité en prison, en fait. pas pour un déjeuner. Sympa. Donc, et donc, du coup, voilà, un nouveau duo qui montre très bien le pouvoir du branding. Et que aussi, sans t'as beau avoir une belle tech, si t'as pas de brand, c'est compliqué. Tu vois. Donc, voilà. C'est parfait. En plus, on nous fait signe pour la fin. Est-ce que tu as un mot de fin à donner à la caméra juste là? Voilà, fais-toi plaisir. Écoute, moi, je dirais vraiment que le personal branding, c'est l'or du 21e siècle. Moi, j'en suis profondément convaincu. On appelle ça aussi creator economy. Moi, j'aime bien le mot creator economy aussi. Et à tous ceux qui se disent que le secteur est bouché, qu'il n'y a pas de place pour une nouvelle personne, dites-vous bien que moi, je pense que demain, il y aura des centaines de milliers de créateurs avec très peu d'abonnés, quelques milliers, on va dire 3, 4, 5 000, qui vivront très bien et qui pourront largement gagner 3 000 € par mois s'ils le souhaitent. Donc, allez-y, foncez. Et puis, formez-vous un peu parce que c'est quand même pas si naturel d'avoir les bons réflexes. Moi, je me suis formé aussi, je fais des bootcamps, etc. Formez-vous un petit peu parce que, pour pas paraître cringe, parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui démarrent sur le personal branding. C'est un petit peu drôle. J'ai des exemples en tête, mais je vais les garder pour moi. Mais c'est vrai que c'est un peu drôle. Formez-vous un petit peu. Il commence à y avoir pas mal de ressources, de podcasts. Et puis, allez-y, foncez parce que c'est hyper intéressant. Ça ouvre des portes incroyables. Moi, mon réseau, il a explosé depuis que je fais du personal branding. Je rencontre des personnes incroyables. Et c'est hallucinant les opportunités que ça t'ouvre. Et donc, franchement, ça vaut le coup. Pour faire une blague sur l'or du XXIe siècle, moi, j'ai monté une agence de branding parce que je vends des pioches. Bah oui, t'as raison. Et d'ailleurs, je pense que, pour rebondir sur ce que tu dis, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de crypto, etc. Pour moi, tout ça, c'est du flan. La vraie opportunité, je pense que c'est le personal branding, vraiment. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Moi, j'ai pas de copains autour de moi qui vivent des cryptos ou de l'IA. Voilà. Mon associé. J'en connais pas beaucoup, en tout cas, j'en vois pas beaucoup. Par contre, des gens qui vivent en créant du contenu, j'en vois énormément aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Ça remplit ton feed Insta, quoi. Et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et du coup, je pense vraiment que quand on croit que l'Eldorado est quelque part, il n'est jamais souvent là où on croit. D'ailleurs, il y a des débats sur l'IA qui serait en train de stagner, tu vois, où il y aurait un peu un ralentissement de l'IA parce que on n'a pas encore inventé l'énergie gratuite, etc. Donc peut-être que l'IA va plafonner. Les crypto-monnaies, je pense aussi que ça peut fortement plafonner. Pour l'instant, c'est pas vraiment encore décorrélé de la bourse. Donc tant que le Bitcoin sera pas décorrélé pour moi de la bourse, il pourra pas être pleinement considéré comme une réserve de valeur. Et donc, ce sera pas vraiment une diversification. Petit retour sur le début du podcast sur comment on s'est connu. Mais par contre, le personal branding, là, il y a vraiment des exponentiels. Si vous regardez un peu la croissance de ce marché, je crois que c'est 350 milliards. J'ai eu du mal à trouver d'ailleurs des chiffres. Tu regarderas. C'est très compliqué de trouver des chiffres sur cette industrie. C'est récent. Mais j'en avais trouvé un de Gumroad qui était pas mal et qui montrait une exponentielle. Et je crois qu'on est à plus de 350 milliards. Donc, c'est une industrie qui est gigantesque. Ok. Écoute, on va s'arrêter là.
Merci Thibaut d'être venu pour ce 20e épisode. Bah, merci à toi, ça faisait plaisir de parler autre chose que Jimo, donc c'est cool. Les amis, c'est l'heure de s'abonner, c'est l'heure de mettre la cloche. Là, on passe au 20e épisode. À partir de 20 épisodes, je vais faire des CTA. Okay, on m'a dit Arthur, fais des CTA dans tes podcasts. Donc mettez les étoiles. Putain, j'ai jamais fait des CTA pour les podcasts. Mettez les étoiles, mettez les commentaires. Il n'y a pas de commentaires, les gars, mettez des commentaires. Tout le monde m'en parle dans la vraie vie. Oula. Personne met de commentaires. C'est important. Et puis, je vais mettre les réseaux de Thibaut dans la description. On te retrouve sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta. Ouais, je fais le full pack maintenant, un peu moins présent sur Insta et TikTok. Je suis plus format long. Toutes les plateformes de format un peu plus long. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Arthur Valton. Travaillez bien.